Bonjour, éolien, photovoltaïque, blocage et déblocage de la loi ENR. Cette loi, c'est la loi 2023-175 du 10 mars 2023, après une décision du Conseil constitutionnel qui a censuré très à la marge quelques cavaliers de ce texte. Ce texte ne peut pas être vu séparément d'un important règlement transitoire du Conseil européen du 22 décembre 2022 et qui établit un cadre également d'accélération du déploiement des ENR, d'énergie renouvelable. Rappelons déjà que depuis la loi 3DS, article 35.5, on a la possibilité déjà en urbanisme, dans le règlement, de délimiter des secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production éolienne est soumise à conditions. Conditions que souvent les gens regardent d'ailleurs avec un optimisme que je trouve parfois exagéré. Attention, c'est à manier avec précaution, puisque si on veut se fonder sur les questions de voisinage habité ou de terrain à côté, il faut qu'il y ait un rapport d'incompatibilité avec l'installation éolienne. S'il s'agit de porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des paysages, qualité architecturale, on a un tout petit peu plus de marge de manœuvre. À ce régime qui permet de fixer des conditions, loi 3DS, s'ajoute d'ailleurs un certain nombre de cas d'exclusion dans la nouvelle loi, dans un certain nombre de cas assez limités, notamment voyez ici le dernier alinéa du texte que voici. Mais à côté de ceci, et à titre principal, c'est un système de zone d'accélération que l'on a avec un dispositif de planification territoriale. Vous vous souvenez que dans les débats parlementaires, on s'est demandé finalement est-ce que ça pourrait être le maire qui refuse, mais dans certains cas, ou qui promeut. Ça mettait le maire en position, en réalité, d'être pris un peu en otage entre les pour et les contre, et de devenir finalement, d'avoir un pouvoir, mais qui le plaçait en situation d'être vraiment le fusible de tous les débats, de tous les désaccords locaux. C'est un système plus complexe, mais qui permet aux communes d'avoir peut-être in fine, en réalité, un peu plus de marge de manœuvre qui a été retenu. On a un système de zone d'accélération pour l'implantation de ces installations terrestres de production d'énergie renouvelable et leurs ouvrages connexes. Ces zones ne pourront pas être comprises dans les parcs nationaux, réserves naturelles, etc. Et de manière, il y a un certain nombre d'exceptions sur la production en toiture et il y a certaines possibilités de faire l'ENR en dehors de ces zones d'accélération. Il y a aussi d'ailleurs un régime de photovoltaïque spécifique en l'absence de SCOT, article 39 de la loi. On va avoir des référents chargés de l'instruction de ces projets d'énergie renouvelable dans chaque préfecture. Une phase ensuite d'information par l'État et les gestionnaires de réseau des collectivités. Une phase de concertation du public à la charge des communes. Les communes auront à identifier des zones d'accélération par délibération dans un délai de 6 mois après un certain nombre de consultations. Et ensuite, il y aura un débat au sein de chaque EPCI à fiscalité propre en lien avec le projet du territoire. Sur cette base, le référent préfectoral va faire un projet de cartographie des zones d'accélération. On va demander au comité régional de l'énergie son avis, 3 mois. Si cet avis nous dit que tout ceci est insuffisant, on peut faire un système de zones d'accélération complémentaire à la demande du référent et à charge pour les communes de le faire, avec un nouvel avis du comité régional de l'énergie. L'étape 9 ensuite, c'est les référents préfectoraux de la région arrêtent la cartographie département par département après avis conforme de chaque commune. Donc les communes et le référent doivent s'être mis d'accord. Oui, mais si on ne s'est pas mis d'accord justement, s'il y a un des deux qui bloque ou les deux, eh bien à défaut, les référents préfectoraux demandent aux communes d'identifier de nouvelles zones et il peut y avoir à mon avis un jeu à ce stade contentieux voire précontentieux complexe d'attaque par exemple de refus communal avec injonction ou des choses comme ceci. Il y aura possibilité pour les communes de délimiter des zones d'exclusion dès lors que les objectifs régionaux sont atteints et étape 12, tous les 5 ans, on recommence. Les éoliennes en mer qui ont déjà un régime, y compris contentieux, très spécifique, ont également un système de planification avec un document stratégique de façade et des zones prioritaires à l'horizon 2050. Priorité d'ailleurs de ces implantations pour la phase zone économique exclusive hors parcs nationaux. Mutualisation possible de plusieurs débats publics avec association des collectivités, en tout cas celles qui sont à moins de 100 km de la zone d'implantation. Et une première cartographie des zones prioritaires d'éoliennes en mer prévue pour 2024. Il y a, c'est un point très important, une présomption, ça se retrouve dans le droit européen aussi d'ailleurs, de reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur en matière de dérogation espèces protégées pour certains projets d'énergie renouvelable, le tout affiné par décret.
très important. Il y a ensuite toute une série d'autres choses dans cette lourde loi qu'on est obligé de survoler un petit peu rapidement ensemble, avec des référents préfectoraux à l'instruction des projets, une plus grande régularisation encore en contentieux administratif, alors qu'on a déjà beaucoup assoupli, un fonds de garantie facultatif mais qui permettra aux gens de se lancer dans l'aventure avec indemnisation si c'est annulé par le juge administratif, facilitation du photovoltaïque sur certains espaces de bord de route, d'autoroute, des voies ferrées fluviales avec toute une série d'exceptions. Les parkings extérieurs existants de plus de 1500 m² devront être équipés de panneaux solaires à terme 50% de la surface, mais avec toute une série d'exceptions là aussi. Et pour les bâtiments non résidentiels neufs ou lourdement rénovés, les toitures solaires devront être en toiture solaire pour 30% et 50% même en 2027. Là aussi avec un certain nombre d'exceptions. Il y a un encadrement fort, assez restrictif de l'agrivoltaïsme, une prise en compte de la saturation visuelle pour les éoliennes, confère une décision du Conseil d'État du 1er mars 2023 qui déjà définit ce qu'il en est. Pour la continuité écologique des cours d'eau, il y a toute une série de mesures, la suppression d'une dérogation qui de toute manière a été censurée par le Conseil d'État pour les micro-barrages, pour les installations existantes surtout, et dérogation du débit à laisser en aval d'ouvrages hydroélectriques quand il y a un gros problème de niveau de cours d'eau, un volet méthanisation, l'obligation d'un plan de valorisation de leur foncier pour faire de l'ENR pour un certain nombre d'entreprises. Quand on va faire un projet hors zone d'accélération, eh bien, il faudra créer un comité de projet aux frais du porteur de projet, sauf pour les petites installations. Un régime facilité est prévu de certificat de projet pour certaines sociétés d'économie mixte locale. Des ordonnances à venir sur les raccordements, avec notamment un volet ultramarin. Des souplesses accrues pour la mise en concurrence pour les projets sur le domaine public, avec possibilité de plus grande souplesse de procédure. Certains cas de concertation peuvent être plus souples que ce qui était prévu aujourd'hui en droit. On a un observatoire qui est créé, il y a un volet de désimperméabilisation des sols pour certaines aires de stationnement, il y a des études de faisabilité pour les organismes de logement social à prévoir pour donc ces questions d'ENR, un rapport pour savoir si on n'a pas intérêt à obliger ou faciliter la couverture d'un certain nombre de toitures pour des bâtiments non résidentiels d'un revêtement réflectif, blanc ou autre, pour renvoyer le solaire. Il y a un volet ENR et hangar et quelques autres de bâtiments, etc., etc. Ouf. Surtout ceci, voyons quelques grands acteurs et leur première réaction. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Eric. Commençons par toi Yann. Les communes, souvent prises entre les pour et les contre, ont ici un travail de planification opéré, avec, je crois, selon toi, un risque de mise en concurrence entre territoires. Puisque je dois satisfaire des objectifs régionaux, on peut toujours être tenté d'être soit le bon élève en voulant prendre le maximum de NR, ou au contraire, de laisser le développement des éoliennes aux voisins. Concurrence qui, en raisonnant à l'échelle communale, en plus, peut se faire à l'échelle d'un même territoire cohérent d'une communauté. Et donc, du coup, être source de tension, voire même de propositions qui ne seraient pas cohérentes à l'échelle communautaire. Alors, la loi organise des mécanismes où la concertation se fait au niveau communal, avec une définition ensuite de la cohérence à l'échelle communautaire, mais l'enjeu n'est pas d'arriver en rang dispersé. Il est important, à notre sens, que le processus soit pris à bras le corps sur l'ensemble d'un territoire cohérent. SCOT, PLU, MIMA et échelle communautaire. Donc, nous, on recommande effectivement d'engager des études qui permettent d'apporter une visibilité d'ensemble, de travailler en parallèle sur la définition des zones et aussi sur les documents d'urbanisme. Il est important de les traiter sous plusieurs angles. La sécurisation juridique des procédures, évidemment, mais également l'approche technique, pas que sur la définition de ces zones, mais sur la stratégie de développement d'un territoire. Et là, c'est une approche presque plus urbanistique et développement territorial, projet de territoire. Et également, évidemment, la concertation, qui est un élément majeur, puisque ce sont bien les territoires qui se trouveront tout de même en première ligne sur l'animation de la réflexion et la présentation au grand public. Passons à vous justement, Madame la maire. En tant que maire, comment envisagez-vous les choses ? J'ai remarqué que cette loi donne maintenant la possibilité de rendre opposable la décision du conseil municipal par rapport à l'installation notamment d'éoliens ou de photovoltaïques sur sa commune. Donc ma façon de travailler est la suivante. Il faut d'abord regarder quelles sont les zones favorables éventuellement à ces installations, quelles sont les zones légalement impossibles à installer sur ces équipements
notamment par rapport au patrimoine ou par rapport au survol bas de l'armée. Et ensuite, il est bon de faire un premier tour de table au niveau du conseil municipal, peut-être d'entamer des discussions, de tomber d'accord sur une certaine version, et ensuite d'aller la présenter aux habitants. Et maintenant, comment les envisagez-vous en tant que présidente de la communauté de communes? Dans l'élaboration du PLUI, il sera nécessaire désormais donc de prendre en compte et en considération les délibérations des différents maires, des différents conseils municipaux concernant l'installation d'éoliennes ou de photovoltaïques sur leur territoire, leurs limites communales, et de faire en sorte d'agglomérer toutes ces décisions et dans notre document final, inscrire quelque chose qui soit cohérent et qui soit partagé, qui soit voté à la majorité. Je ne pense pas qu'il y aura de consensus sur ces questions qui sont toujours clivantes, mais j'ai bien compris que l'objectif premier, c'est le développement d'énergie renouvelable sur tous les territoires, mais en laissant tout de même un droit de veto au maire. Julien, passons à vous. Comment accompagner les collectivités? Dans un premier temps, il s'agit de les aider à co-construire un projet prospère, c'est important, de résilience collective avec le plus grand nombre de citoyens. Pour cela, il conviendrait de faire un diagnostic partagé de territoire afin de favoriser un intérêt général territorial. Et enfin, bien sûr, il conviendrait de constituer des ressources énergétiques et économiques nouvelles pour le territoire et s'assurer de maintenir le cap, évidemment, à long terme, c'est primordial. Et pour le coup, ce qui est important dans l'histoire, c'est d'être évidemment à l'écoute des besoins des collectivités territoriales. Et quels sont vos conseils à ce propos? D'abord, il faut constituer un bon groupe moteur et développer une culture du projet global finalement. Donc pour le coup, ça vaut le coup évidemment de se faire accompagner pour bien démarrer. Ensuite, maîtriser le territoire, c'est évidemment essentiel. Connaître ses acteurs, connaître les actions déjà entreprises et engagées, étudier le potentiel de production, bien évaluer ses ressources et les implications des uns et des autres. Ce qu'il faut finalement, c'est trouver la bonne porte d'entrée du financement participatif. Il me semble que c'est essentiel, même si la loi qui vient d'être votée n'est pas très claire. Et pour le coup, en effet, ce qui est essentiel, c'est d'être en capacité de se mettre autour d'une table, de discuter, d'échanger et de faire émerger un projet. Alors, vous avez tout un tas de formations par rapport à ça. C'est essentiel, évidemment. Revenons à toi, Yann, car parfois la collectivité est là pour porter un projet ENR ou pour valoriser par des ENR son domaine public. Qu'as-tu à nous en dire? Évidemment, je bénéficie de procédures accélérées, encore plus assouplies, qu'il s'agisse aussi bien dans l'autorisation environnementale que dans le cadre des risques contentieux. Mais l'erreur serait évidemment à croire que ces assouplissements me permettent de faire n'importe quoi. Non, je devrais toujours démontrer la cohérence de mon projet, alors évidemment face aux zones d'accélération, mais aussi face au volet études d'impact, face aux incidences globales de mon projet. À mon intégration sur mon territoire et quel projet des communes et des intercommunalités vais-je accompagner à travers mon implantation. C'est un aspect important. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci Eric. Au revoir. À bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.